Louis Pasteur est l'une des plus puissantes et des plus pures figures de la science et de l'humanisme de tous les temps. Ses découvertes méthodiques ont profondément transformé la recherche scientifique au XIXe siècle. Comment se présentait la recherche scientifique au temps de Pasteur? Oh, elle était tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. C'était réellement une recherche artisanale et seuls les mordus de la chose pouvaient faire de la recherche, car aucun laboratoire, aucun crédit n'était disponible. D'ailleurs, pour la plupart des personnes qui se lançaient dans cette aventure, on peut dire que c'était une sorte de jeu. Par conséquent, on faisait crédit au hasard, on faisait crédit à la chance. Quand ça marchait, tant mieux. Quand ça ne marchait pas, tant pis. Autrement dit, c'était une tâche avec les bons et les mauvais jours, mais sans règles, sans méthode, et c'est là où le changement va être si net avec Pasteur. Dans quelles conditions matérielles Pasteur menait-il ses recherches? Dans les conditions les plus difficiles, car comme tous les chercheurs de son temps, il dut d'abord trouver un local pour abriter ses recherches. Ce fut tantôt une cave, tantôt un grenier. Ce n'est que tout à fait à la fin de sa vie qu'il put avoir à l'École normale de Paris un laboratoire décent. Il avait réellement tout à créer. D'abord un local. Ensuite, le matériel nécessaire aux expériences qu'il projetait, car ce matériel, vous vous en doutez bien, il n'existait pas. Il fallait donc que Pasteur, avant toute autre chose, imagine l'appareil ou l'instrument dont il aurait besoin. Pasteur a créé ainsi un grand nombre d'instruments. Le plus célèbre peut-être, c'est le célèbre ballon à colle de cygne que vous connaissez certainement. Pendant très très longtemps, ce qui est vraiment émouvant, il fut seul pour ses recherches. Imaginez-le à Strasbourg ou à Lille, dans cette cave de Lille, lorsqu'il commence ses recherches sur les fermentations, pas un élève, pas un maître, pas un guide, pas une personne même pour l'encourager. Il doit tout trouver en lui-même, la foi d'abord, les idées. Et ce n'est qu'à l'école normale, mais assez tardivement en somme, qu'il eut enfin des collaborateurs. Parmi ses collaborateurs, ce fut de jeunes normaliens, comme il avait été lui-même 30 ans plus tôt. Et puis un jour, est venu enfin le rejoindre un jeune médecin, c'était Émile Roux, un de ses plus grands disciples, comme vous le savez. À quoi attribuer la réussite des recherches de Pasteur? D'abord au génie, et le génie, bien entendu, est une chose indéfinissable. Mais on peut tout de même comprendre pourquoi Pasteur a réussi là où tant de personnes avant lui avaient échoué. C'est que Pasteur avait une méthode. Ce qu'on trouve d'abord chez Pasteur, c'est la patience. Ensuite, l'imagination. Pasteur devient poète. Il a observé quelque chose, il rêve sur cette chose et il imagine ce qui se cache derrière cette chose-là. Et puis, il faut que le poète redescende sur cette terre, qu'il redevienne raisonnable, qu'il raisonne effectivement. Et la rigueur du raisonnement de Pasteur fut toujours admirable. C'est cette rigueur qui le conduit presque directement à mettre au point une expérience véritablement décisive. Encore aujourd'hui, les expériences de Pasteur sont à l'abri de toute critique. Je vous jure, c'est difficile de réunir autant de qualités distinctes et pourtant toutes essentielles. Une des réussites les plus spectaculaires de Pasteur est la mise au point de vaccins contre les maladies infectieuses chez les animaux, tels le choléra des poules, le charbon des moutons. Pasteur s'intéresse au mal étrange qu'est la rage après avoir résolu l'énigme des maladies infectieuses. C'était tout à fait banal et normal étant donné l'importance de la maladie à l'époque. Le gros point de Pasteur, ça a été d'abord de localiser l'endroit de l'organisme où se trouvait le virus, c'est-à-dire dans le cerveau et dans la moelle épinière.
À partir de cette notion fondamentale, Pasteur a pu reproduire la maladie chez les animaux à la demande et obtenir ainsi un vaccin qui était de la moelle de lapin rapique. Jusqu'à présent, il menait ses expérimentations sur les animaux. Et pour la première fois, il procède à une intervention sur l'homme. C'est vrai, c'est le 6 juillet 1885 que pour la première fois, Pasteur a appliqué sa méthode de vaccination, sa méthode de protection des animaux, l'a appliqué pour la fois à un enfant, le jeune Meister. Il est certain que pour sauter le pas et passer de l'expérimentation animale à l'utilisation thérapeutique chez l'homme, ça a été pour Pasteur une épreuve extrêmement pénible. Il savait très bien que l'enfant Meister mordu par un chien enragé, s'il n'était pas traité, n'avait absolument aucune chance d'échapper à la mort. Donc, encouragé par les deux médecins, devant l'issue inéluctable de l'évolution s'il ne faisait pas quelque chose, Pasteur s'est décidé à faire le traitement le 6 juillet. Alors que, quelques jours avant, le 30 juin, il écrivait encore qu'il n'était pas absolument certain de la valeur de sa méthode. Bien entendu, dès que cette notion de la possibilité d'empêcher l'apparition de la rage chez des gens qui avaient été contaminés par des animaux enragés s'est répandue dans le public, eh bien immédiatement, les gens ont afflué vers Pasteur. Les mordus qui bien souvent ne se signalaient pas sont immédiatement venus demander le traitement. Au bout d'un certain temps, il était absolument indispensable de créer un service, de créer un institut où pourraient être traités tous ces gens-là. C'est ainsi qu'est né l'Institut Pasteur. Comment traite-t-on la rage actuellement? C'est la première fois que vous étiez mangé. Oui, c'est la première. Vous n'avez jamais eu de traitement avant? Non, aucun. Docteur Arbreu vous a dit le nombre de piqûres que vous allez recevoir. Oui, je dois avoir... Vous allez recevoir 7 piqûres, une par jour, pendant 7 jours, sous la peau du ventre. Les injections étant pratiquées de façon alternative à droite, à gauche, n'est-ce pas? Bien. Tu as été mordu par quoi, ton garçon? Par un chien? Oui. Et on traite la rage actuellement suivant le même principe que Pasteur, c'est-à-dire que l'on essaye de faire naître dans l'organisme du sujet que l'on pense avoir été contaminé, voilà, des substances susceptibles de le protéger contre la maladie. Pour cela, on fait un certain nombre d'injections de vaccins. Si même la morsure était extrêmement grave, on utilise et du sérum et du vaccin, et puis dans le temps, un certain nombre d'injections de rappel. Voilà qui est parfait. Très bien. Parfait. Allez. En matière de morsure, dès qu'il y a un soupçon d'une contamination rabique, il y a deux éléments qu'il faut bien savoir. Premièrement, ne jamais perdre de vue l'animal qui est en cause, qui a mordu, de façon à pouvoir le faire examiner et à le soumettre à une observation vétérinaire. Et deuxièmement, la personne mordue doit le plus vite possible nettoyer, laver les plaies qui ont pu lui être occasionnées, de façon à éliminer par un simple lavage avec de l'eau savonneuse encore mieux, ou avec n'importe quel liquide, chasser le plus vite possible la bave de l'animal qui peut contenir du virus. Et ensuite aller consulter son médecin qui la dirigera sur un centre antirabique. L'Institut Pasteur poursuit l'œuvre créatrice du grand savant, une œuvre vouée au progrès de la connaissance et à la défense de l'homme. L'Institut Pasteur a-t-il toujours été un centre de recherche? Oui, il a toujours été. C'est ce que Pasteur avait voulu. Et d'ailleurs, Pasteur savait très bien que les sciences qu'il avait créées étaient appelées à un immense développement. La preuve, c'est l'importance même des tout premiers bâtiments qu'il a conçus lui-même, et des développements qu'il envisageait par la suite. Il envisageait avant tout que l'Institut Pasteur soit un centre de recherche sur les maladies infectieuses et d'une manière plus générale la biologie en relation avec la médecine. On pense souvent à Pasteur comme l'homme qui a découvert le monde des microbes,
la théorie des maladies infectieuses. Il est encore plus que cela. Il est, parmi les grands savants du XIXe siècle, celui qui a compris que les progrès de la médecine étaient désormais liés et conditionnés par une compréhension beaucoup plus profonde des mécanismes des êtres vivants, c'est-à-dire de la chimie des êtres vivants. Car les êtres vivants sont des machines chimiques, et c'est cette chimie qu'il s'agit de comprendre. Que représente Pasteur pour les pastoriens d'aujourd'hui? Ah, ça encore, ça serait assez long. Ben, il représente l'image glorieuse qui nous appartient, qui appartient à l'humanité, qui appartient à la France, mais qui nous appartient peut-être un peu plus qu'à d'autres. Il représente encore un maître à penser, un maître en méthodologie expérimentale, et il représente également cette conjonction de qualités proprement intellectuelles et de qualités morales, de courage en particulier, qui sont indispensables à un très grand chercheur.